Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de la semaine de la confiance. On va pouvoir passer 1 heure ensemble pour parler de chiffres avec notre invité. Alors avant ça, je vais vous faire une petite présentation de Morning, de qui je suis, et puis très rapidement, on va passer dans le vif du sujet, comme on a pris pas mal de retard. Donc rapidement, Morning, c'est une équipe de 130 personnes. On travaille et on fait en sorte que chacun passe une bonne journée de travail. Donc pour ça, on crée des espaces, on crée des événements et du mobilier. Dans les événements qu'on crée, il y a évidemment la semaine de Morning. Et cette semaine, on l'a dédiée à la confiance. On a fait aussi beaucoup d'événements dédiés à l'impact. On a parlé d'optimisme, on a parlé d'intelligence artificielle. Et avec mes collègues, on s'est dit quand même, en cette période, c'était important de trouver une thématique qui pouvait nous faire réfléchir et penser à autre chose. Et donc, pourquoi pas la confiance? J'espère que vous prendrez autant de plaisir à être avec nous que je le serai à parler avec notre invité, qui est Amélie Aubry, Managing Director chez Edelman, qu'on a invité pour nous parler du baromètre qui est réalisé depuis plus de 20 ans par l'agence de communication Edelman. Alors, juste avant de rentrer dans le sujet avec Amélie, je voulais juste remercier évidemment mes collègues, vous d'être avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Zoom, et je me ferai un plaisir de les partager. On se donne rendez-vous aussi demain pour parler de confiance et de numérique, donc n'hésitez pas, et vous retrouverez aussi tous les replays de la semaine sur notre page YouTube. Donc c'est bon, l'introduction a été rapide, j'espère. Je vais passer rapidement à toi, Amélie. On parle de crise de confiance ou prise de conscience, c'est une grosse question. On a beaucoup apprécié le baromètre, en fait, qu'on a commencé à faire nos recherches sur la confiance, et on s'est dit que ce serait vraiment trop bien de t'avoir pour que tu nous parles un peu de tout ça. Donc avant de te laisser te présenter, j'aimerais bien qu'on aborde 3 thématiques en 30 minutes et qu'on fasse une autre partie sur les questions-réponses. On a déjà reçu des questions que je t'ai partagées. Et donc, si vous avez d'autres questions à compléter, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par faire un état des lieux de la confiance en France. Ensuite, on va parler de confiance avant et après Covid. Et on terminera sur le Zoom, sur les figures d'autorité. Donc, je te laisse la parole et je me permettrai de te poser d'autres questions tout à l'heure. Parfait. Merci à tous pour l'invitation. Bonjour Anissa, ravie d'être là. Peut-être juste, donc Edelman, c'est une agence de communication, enfin de conseil en communication, et en effet, on suit l'évolution de la confiance dans les institutions, dans les figures d'autorité depuis très exactement 21 ans. Quand je dis on le suit, c'est-à-dire qu'on édite différents baromètres sur différentes thématiques, dont un par année particulièrement important sur la confiance dans les institutions. Et quand je dis institutions, c'est ONG, gouvernement, médias et entreprises. L'étudier, donc ce baromètre en termes de méthodologie, donc on est évidemment représentatif de toutes les populations. Aujourd'hui, on est sur 33 000 répondants dans 28 pays, 1150 répondants par pays, ce qui nous permet de faire une extrapolation et d'avoir une représentativité de chaque pays, dont la France évidemment, sur lequel j'aurai des données spécifiques. Peut-être juste pour cette année, on a qualifié cette année-là que nous avons tous vécu d'infodémique. Infodémique parce qu'en fait, cette information qui a été tordue, torturée, malmenée, en fait, a beaucoup donné le là dans cette crise, avec une émergence de beaucoup de mouvements qui ont pu freiner également la sortie de crise. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des populations et des citoyens tels que nous qui sont en crise de confiance. Donc, pendant le Covid, on a eu un petit rebond. On a eu ce qu'on appelle une bulle de confiance. C'est vrai partout dans le monde, c'est vrai en France. On en discutait avec un sociologue, Gérald Bronner, qu'on a invité à notre événement, et il me disait assez naturellement, quand on est dans une situation de guerre, et vous avez vu à quel point Emmanuel Macron a utilisé ce vocable de la guerre, on a une bulle de confiance qui se crée, qui n'est pas une confiance avérée, c'est plutôt un espoir, une envie d'avoir confiance et se dire « j'ai envie que ces institutions autour de moi m'apportent des certitudes à un moment où je n'en ai plus et où je n'en ai pas ». Et donc cette bulle, après cette année écoulée, est plus ou moins facilement et plus ou moins de succès en fonction des moments et des jugements qu'on peut porter et notre envie de sortir vite de la situation, cette bulle a naturellement explosé et donc on est revenu à un niveau de défiance fort pour la France, sachant que la France est historiquement basse chaque année. Ça, c'est déjà une bonne introduction. Et du coup, par rapport, oui, comme tu disais, par rapport à la différence, du coup, je te pose déjà une question. Bien sûr.
la différence par rapport à avant le Covid, vous l'avez vraiment du coup senti dans les réponses? Alors, c'est pas si marquant. Là, ce qu'on voit, ce qui remonte, c'est alors, on le schématise en se parlant uniquement de fake news, mais c'est plus fort que ça. En fait, ce que nous disent les Français, c'est qu'ils pensent que les gouvernements les induisent délibérément en erreur ou vont communiquer des informations fausses ou erronées, que les scientifiques qui sont tombés dans le débat public le font également, et donc vont plutôt servir leurs propres convictions qu'une cause scientifique plus générale et démontrée. Normalement, ils sont censés nous apporter des certitudes, et puis là, on s'est rendu compte qu'au final, ils avaient des convictions et des opinions plus que des certitudes scientifiques. Et idem du côté des médias. Et donc, il y a cette peur de à qui puis-je me vouer, comment puis-je, au final, savoir à qui je peux donner ma confiance ou non. Et donc ça a été le gros constat, et c'est pour ça qu'on a nommé cette année une année infodémique, puisque c'est bien ça qui s'est joué. Et d'ailleurs, on le voit lié au mouvement complotiste qu'on voit apparaître, puisque les gens sont un peu perdus. Et est-ce qu'on a une sorte d'exception culturelle française? Alors, la France est historiquement basse chaque année. Donc quand on en parle à nos collègues US ou sur d'autres pays plus émergents, voilà, on est connu en France pour avoir une culture du débat, une culture de la conversation, de la remise en cause. Donc on est toujours dans les 10 derniers, on va dire, et on est toujours en dessous de la moyenne. Donc là, on est à 45 points de confiance l'année dernière, et on est remonté quand même un petit peu. Suite à la bulle de confiance, on a quand même moins perdu que ce que nous avions gagné, et donc on est à 48 points de confiance. Ça reste en dessous de la moyenne. Et quand je dis confiance, c'est voilà, est-ce que je fais confiance à ces institutions pour apporter des solutions, pour être moteur d'un changement, pour aller chercher de l'impact positif? C'est ça en fait, la confiance. Et la confiance, est-ce qu'ils peuvent me construire un avenir qui est celui auquel j'aspire? Ok, c'est clair. Et est-ce on a des chiffres qui expliquent pourquoi on est si défiant et pourquoi c'est l'exception? Pourquoi on est toujours si défiant? C'est peut-être pas ton créneau. Alors, comme je le dis, il y a une part de culturel. Donc, il y a cette culture française de débattre très, très fortement. Et ça, quand on parle avec d'autres pays, vu qu'on est en entreprise internationale, c'est hyper marquant. Donc, on a toujours ça qui est là. Après, et il y a aussi beaucoup les crises qu'on a pu vivre. En fait, quand je dis crise, ça peut être les crises du côté des entreprises, ça peut être parfois des crises du côté des ONG. Et c'est vrai que la France a cette culture de l'histoire et de l'héritage, en fait, où elle garde beaucoup les choses en mémoire. Et donc, on a cette culture, en fait, qui fait qu'on pardonne peu. Et donc, on a toujours un peu ce doute ou cette volonté de voir plus haut, d'avoir mieux, etc., qui est du coup toujours contestataire. Ok, alors, j'ai aussi une question. C'est quoi vos critères pour mesurer la confiance? Comment vous mesurez la confiance? Alors, aujourd'hui, c'est une question assez simple sur faites-vous confiance au gouvernement, aux ONG. Donc, c'est du déclaratif. Donc, les gens vont nous dire oui et non. Dans ce qu'on voit, il y a différents éléments qui le constituent. Il y a du rationnel et il y a de l'émotionnel. Donc, on ne peut pas aussi bien le définir avec toute granularité. Ce qu'on va voir, c'est est-ce que j'ai confiance dans ce qu'il m'apporte comme impact? Est-ce qu'il m'apporte des solutions à mes préoccupations? Est-ce qu'ils vont du coup être moteurs de changement? Et est-ce que c'est le changement dont j'ai envie? Et puis après, il y a la question de la méthode. Est-ce que j'y vois une forme d'éthique, une forme d'intégrité sur la façon dont ces acteurs opèrent? Et donc, on va avoir ces deux dimensions de la finalité de ce qu'on peut créer comme impact et en même temps de la façon dont on le fait, puisqu'en France, on est extrêmement mature sur tout ce qui est éthique, inclusion, façon d'opérer, en fait. D'accord. Et sur ces 20 dernières années, est-ce qu'il y a quelques années charnières Alors, ce qu'on a vu monter, c'est une confiance qui est au plus proche. Donc, c'est-à-dire que je fais plus confiance à mon médecin généraliste qu'au directeur, on va dire, de la recherche sur la Covid à l'OMS. Je fais plus confiance à mon maire qu'au président, etc. Donc, je fais plus confiance à mon employeur, mon entreprise, qu'aux entreprises au sens large. Donc, on a cette proximité de la confiance qui est extrêmement forte. Et donc, c'est ce qu'on a vu aussi sur... Je fais plus confiance à ma communauté locale, à mes voisins, à ceux qui sont proches de moi,
moi, plutôt qu'aux citoyens au sens large. Donc on a ça qui a été extrêmement fort, qui est un fait marquant. Après, on a vu différents moments. On a vu exploser la bulle de l'influence, voilà, où on faisait confiance aux influenceurs, puis plus du tout. Voilà. Donc on a eu ces évolutions plutôt dans la pondération de l'écosystème. Aujourd'hui, les ONG sont un peu en baisse. Voilà, on voit que les citoyens se rendent compte qu'ils peuvent prendre pas mal de choses en main eux-mêmes. Ils ont les outils, ils ont les moyens, ils ont les convictions, ils ont de quoi se documenter. Donc, est-ce qu'on a autant besoin d'intermédiaires ? Comment se positionnent les ONG là-dedans ? Parce qu'au final, elles portaient une voix et donc donnaient une caisse de résonance. Sur les médias, on voit qu'il y a très peu de confiance. Donc, il y a une revalorisation de la presse écrite liée à l'émergence de tous les canaux digitaux. Mais globalement, les médias sont extrêmement en berne et donc les Français peuvent se sentir parfois induits en erreur, auraient aimé de l'impartialité et une ligne éditoriale est souvent partiale. Donc, on va avoir ce type de choses qu'on voit émerger. Et puis, les entreprises, et c'est intéressant sur la place du privé dans tout ça, les entreprises sont attendues sur le fait de résoudre les maux de la société, le fait qu'elles vont plus vite que les gouvernements parce qu'elles peuvent aller plus vite qu'une régulation, elles n'ont pas les mêmes process, qu'elles peuvent avoir un impact plus massif. Une grande entreprise, si elle fait les choses bien, elle peut faire avancer des causes rapidement. Et donc ça, c'est aussi intéressant sur la place qu'on a donnée, et même en France, où on est quand même une culture plutôt du public dans la façon de résoudre les maux de la société, une place pour les fonds privés et un accueil de la contribution de l'entreprise. Et donc ça, c'est récent. Ça, c'est depuis 3-4 ans des trends qui arrivent et qui sont profondes aujourd'hui. Mais la place des entreprises est claire. Le rôle des CEO, des dirigeants d'entreprise, on attend beaucoup d'eux depuis bien 3-4 années sur on veut qu'ils portent le changement, on veut qu'ils se positionnent sur les sujets de société, on veut qu'ils prennent publiquement la parole. Donc typiquement, là, sur tous les sujets de discrimination raciale, où les US sont extrêmement matures, en France on l'est un peu moins malheureusement, on entend de la part des dirigeants qu'ils aient un impact, qu'ils prennent position et qu'ils en parlent publiquement. Et ça, on est encore un peu timide sur ce thème, par exemple. Ça peut expliquer du coup la place des privés, en effet, en ce moment, sur Doctolib, par exemple, sur la vaccination, etc. Exactement. C'est des sujets qui aujourd'hui sont plus acceptables. Exactement. Là, aujourd'hui, on se dit, je fais confiance à mon employeur, c'est un filtre pour l'information. Et donc, typiquement, se pose la question de comment on donne les moyens, sans instrumentaliser, par exemple, d'avoir accès à la vaccination, ou en tout cas d'expliciter et de donner aux collaborateurs, aux citoyens, des moyens de juger plus neutres. Ok, hyper intéressant. C'est quoi les gros facteurs, les grosses ruptures qu'on a pu, qu'avec ce baromètre, tu as pu voir avant Covid et après Covid? Est-ce qu'il y a des grosses fractures? Alors, ce qu'on voit là d'intéressant sur les nouvelles préoccupations, c'est l'emploi en premier lieu. Donc, attendez, j'ai un petit chiffre là-dessus. Sur l'emploi, donc c'est 82% des Français qui sont inquiets ou fortement inquiets. Et donc, c'est devenu la première priorité, avec 59% des Français qui ont peur d'être remplacés par des robots. Donc ça, c'est une peur latente depuis un moment, la robotisation, la digitalisation, mais là, liée à l'extrême digitalisation qu'on a vécue et l'accélération dans tous les secteurs, dont ceux qui n'étaient pas forcément les plus matures, fait qu'il y a une peur extrêmement forte de ça. Et puis, évidemment, l'impact économique qu'a pu avoir la Covid sur la situation. Et dans les préoccupations, c'est la première. La deuxième, c'est le changement climatique, à 73% de Français qui sont inquiets et fortement inquiets. La troisième, c'est le piratage, les cyberattaques, la gestion des données, 72% des Français. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois peurs, elles arrivent avant la peur de contracter la Covid, qui est au final qu'à 65%. Et donc, nous, on a l'impression de voir cette peur du risque sanitaire extrêmement marquée, mais au final, les préoccupations sont plus profondes et plus proches au final, notamment liées à l'emploi. Juste, je vais revenir sur la proximité dont tu parlais juste avant. C'est un truc qui nous obsède un peu. Est-ce que c'est pareil dans les autres pays ? Ou c'est vraiment spécifique à la France? Parce la proximité, alors j'ai pas tout le détail par marché, mais c'est quelque chose qui est récurrent. Le my employer, donc je fais confiance à mon employeur plutôt qu'à toutes les entreprises ou plutôt qu'à toutes les institutions, c'est quelque chose qui est une tendance. Après, en fonction des degrés de maturité, des degrés, on va dire, d'intégrité, d'éthique, d'où en est le pays, ça peut évidemment varier.
par exemple. Ouais. C'est intéressant parce qu'on a fait donc plusieurs événements, un sur les médias, on a parlé hier avec Étienne Klein de la science, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu très souvent, ce besoin de court-circuit, de circuit court, comme avec... Exactement. Donc c'est vraiment... c'est la même chose. C'est la même chose clairement pour la confiance. Et puis après, sur ce sujet de l'information, ce qu'on voit, c'est qu'au final, les gens ne s'informent pas si bien. Même en France, où on est pourtant une culture de l'écrit, de l'actualité quand même en termes de population. Et donc, on a 49% des Français qui ont ce qu'on appelle une mauvaise hygiène informationnelle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se tenir informés de l'actu, ils ne vont pas consulter plusieurs sources sur un même sujet, ils ne vont pas vérifier leurs sources avant de partager une info. Et donc, du coup, on se rend compte qu'il y en a au final, même si on est plutôt une culture du média, de la presse écrite, et quand même, on a eu les debunkers qui sont arrivés assez tôt sur nos marchés, on se rend compte que dans les pratiques, dans les comportements, on a encore un train de retard. Et ça, c'est clairement des choses où on colporte des mauvais faits. Et je pense qu'on peut tous dire qu'on a fait un jour ou l'autre ça, un peu rapidement. Et en fait, ce qui était intéressant dans notre terrain-là, alors c'était en novembre, donc on a un petit décalage dans le temps, mais ce qu'on voyait, c'est que les gens qui avaient une bonne hygiène informationnelle étaient enclins beaucoup plus à se faire vacciner que les gens qui ont une mauvaise hygiène informationnelle. Donc on voit bien à quel point, en fait, on va avoir un impact sur le comportement. Et si je prends le sujet de la vaccination, c'est aussi ce qui va nous faire sortir de cette crise. Donc il y a aussi ce lien de l'information à la sortie de crise qui est important. Ok. Je reviens. Je suis désolée, hein, je fais des grands écarts intellectuels. Mais par rapport à la situation de guerre, est-ce que, vu que vous avez un recul sur 20 ans, est-ce qu'il y a quand même des situations ces 20 dernières années qui étaient un peu similaires à celles qu'on voit aujourd'hui ? Ou c'est quand même très extraordinaire. C'est une situation très extraordinaire qui touche chacun, qui est très proche. Donc là, on est vraiment sur une situation très particulière cette année. Et par rapport au gain de confiance qu'on peut avoir, est-ce que sur la science comportementale, vous travaillez sur ces sujets ou pas du tout ? Alors, nous, on est vraiment sur l'aspect data, etc. Donc, oui, on le fait, mais là, je n'ai pas d'études spécifiques en la matière. Ce qu'on voit, c'est que, oui, il y a une évolution des comportements, mais typiquement, sur l'hygiène informationnelle, c'est le gros sujet qui pourrait être un vrai levier, qui redonnerait de la confiance puisque tu es plus en maîtrise de l'info, si tu la vérifies, etc. Et là, on voit bien qu'on patine un peu. Et est-ce qu'il y a des éléments qui nous poussent, tu le dis un peu déjà, la proximité, mais avoir plus confiance ou pas ? L'hygiène informationnelle, la proximité, on a d'autres... Alors la transparence, alors c'est un peu bateau la transparence, mais savoir comment on opère, comment les différentes institutions opèrent, comment elles mènent des actions. En fait, voir la méthode est extrêmement porteur de confiance pour savoir comment c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, on va aussi juger ça. On va juger l'impact, mais on va aussi se dire, est-ce que ça a été fait éthiquement, de façon inclusive, sans impact sur l'environnement, enfin, en trouvant l'équilibre entre les différentes préoccupations qu'on peut avoir. Donc ça va être clé. Et on est parfois encore un peu, je ne vais pas dire opaque, mais en tout cas secret par rapport à ça. Alors qu'il y a une vraie maturité des citoyens pour comprendre et pour décrypter la façon dont les institutions peuvent opérer. Ça fait écho à notre événement de mardi sur les entreprises. On a souvent parlé de transparence et surtout de clarté. Oui. Et c'est un peu... donc c'est super en fait, tu fais un petit combo de... Oui, c'est clair. Et après, tout le sujet, ça va être... de ne pas instrumentaliser, donc pas aiguiller l'info, de pas typiquement t'informes tes collaborateurs ou t'informes les gens globalement. Le sujet, c'est de pas les orienter, c'est plutôt de se dire je te donne l'info brute et je te laisse te faire ta propre opinion. D'où le fait que les médias qui explosent sont ceux qui vont donner les sources, qui vont être dans l'anti-fake news, etc. Parce qu'on a besoin de ça. Se forger une opinion. Sa propre opinion sur la base de faits réels. Ouais. Et avéré. C'est ça. Ce que nous a dit Étienne Klein hier comme conclusion, apprendre à forger son opinion. Dernière partie avant de prendre des questions sur tout ce qui est les figures d'autorité. Vous avez fait un zoom donc, sur... et on trouvait ça assez intéressant de pouvoir faire un focus là-dessus. Bien sûr. Globalement, c'est quoi les grandes tendances
Sur le rapport des Français. Tout le monde perd. Donc, on distingue en fait les institutions, donc on va dire les gouvernements ou les entreprises, des figures d'autorité qui sont les personnes qui les portent. Okay, donc souvent, étant donné qu'on a plus de granularité et que c'est plus précis, on va avoir des scores moins élevés parce qu'il y a l'entreprise au sens large, puis après, je pense à cette entreprise-là ou ces entreprises, et donc on va être plus précis dans la façon dont on répond. Donc ce qu'on voit, le premier fait, alors cette année, c'est que les scientifiques, ils ont toujours été un repère de confiance, ils sont censés nous apporter des certitudes, ils sont censés nous apporter de l'irréfutable, et donc c'est bien là où ça a failli cette année, et là où il y a eu un problème, parce qu'en fait, on a eu des scientifiques qui sont positionnés très tôt sur une maladie pourtant naissante sur lesquelles ils n'avaient pas de recul. Si on prend un parallèle, typiquement sur le VIH, on a mis 10 ans à avoir des certitudes, alors pour différentes autres raisons malheureusement, mais en tout cas, on voit bien qu'en 3 mois, on ne peut pas se dire en mesure d'apporter des certitudes, et pour autant, l'appel des médias faisant qu'on a mis des scientifiques partout fait que cette parole scientifique est sortie très vite, très fort, très tôt, avec très peu de solidité derrière. Et donc ça a créé énormément de doutes. Et donc les scientifiques sont toujours les premières figures d'autorité qui ont de la confiance, avec 61% de points de confiance, mais ils ont perdu 17 points. Donc extrêmement fort, c'est la plus grosse baisse. Donc ça, c'est important. On va avoir derrière mon employeur, en qui j'ai confiance, à 52%. Les personnes appartenant à ma communauté locale, la proximité, qui sont à 51%, mais qui baissent également. Et les journalistes, par exemple, vont être à 33% de confiance et ont perdu 5 points. Donc on a un sujet média. Alors dans médias, on a tout. Hein. On a les médias traditionnels, les médias online, mais aussi les moteurs de recherche, etc. Donc, mais on a ce sujet du journaliste qui a perdu en crédibilité, malheureusement, et c'est quelque chose qui nous impacte. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a quand même aussi des... Alors, il y a des bonnes nouvelles sur la place des entreprises, oui, sur l'ouverture des entreprises. Après, il faut qu'elles entendent ce mandat, il faut qu'elles contribuent aussi, qu'elles envient, qu'elles puissent avoir des dirigeants qui ont envie d'avancer dans ce sens. Et c'est beaucoup impulsé au niveau de la gouvernance, au niveau du CEO, si on avance dans le bon sens. Et donc ça, c'est important, mais elles doivent embrasser ce rôle et puis se dire que c'est pas forcément cocher toutes les cases, de tout bien faire, etc. C'est de se dire comment sur mon territoire, là où est mon business, j'ai un impact. Je suis un acteur de l'alimentation. Là, on discutait avec Action contre la faim hier. On va avoir en fait plus de 50 millions de personnes en plus en insécurité alimentaire suite à l'impact du Covid. Et donc, du coup, je suis un acteur de l'alimentation. Comment je lutte contre l'insécurité alimentaire des populations vulnérables, par exemple? Hyper intéressant. Je vais commencer par des questions extérieures. Avez-vous des données sur la confiance des employeurs vis-à-vis de leurs employés? Non. Mais ce serait hyper intéressant, en effet. Non, on n'a pas ce degré de granularité. Okay. Après, on peut faire des choses spécifiques par client qui seraient particulièrement matures. Ce qu'on voit, c'est que dans les stratégies un peu sociétales ou RSE des entreprises, les collaborateurs ont toujours été un pilier, mais ça a été toujours un pilier parfois un peu trop en retrait à notre goût versus l'environnement qui était plus exposé médiatiquement. Là, l'effet de cette crise fait que le collaborateur est revenu au cœur. Très vite ces centres de production. Amazon a été fortement attaqué sur le fait qu'il ne protégeait pas suffisamment ses collaborateurs en termes de conditions de travail dans les entrepôts et n'avait pas réduit son activité. Donc en fait, ça a revalorisé la place du collaborateur dans la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est hyper intéressant sur ce que ça peut ouvrir demain comme aussi évolution du monde, voilà, du travail et de la place qu'on donne aux collaborateurs et de l'importance qu'on lui donne. Idem, malheureusement, sur George Floyd et ce sujet voilà, US, très grave, ça a eu un effet de remettre sur le devant de la table le sujet de la diversité, de l'inclusion, du Black Lives Matter évidemment, mais beaucoup plus généralement. Et on voit que les entreprises sont en train de bouger là-dessus. Alors, en France, on est encore en retard, très clairement, trop en retard, mais on voit que ça bouge, et ça c'est intéressant, et en tout cas les boîtes US ont énormément bougé, et ça arrive en France. Ok, quel chiffre vous a le plus surprise dans votre dernier baromètre? Quel chiffre était le plus inattendu?
Je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup. J'ai envie de dire, c'est la baisse des scientifiques. En vrai, sur les 17 points en baisse de scientifiques, c'est extrêmement fort. Le deuxième, c'est extrêmement marquant. Sur les dirigeants de notre gouvernement tentent délibérément d'induire les gens en erreur en déclarant certaines choses qu'ils savent être fausses ou exagérées. 55% de la population. Voilà, c'est violent, j'ai envie de dire. J'ai d'autres questions. Alors, celle-ci, je l'ai envoyée. A-t-il une corrélation entre confiance et performance économique d'un pays? Alors, mais à quel prix? En fait, ce qu'on voit là, c'est que la méthode va compter autant que l'impact. Donc, si on atteint une performance économique avec un manque d'éthique, avec des pratiques qui sont non conformes à ce qu'on attend de la part d'un gouvernement ou d'une société, alors là, ce sera rejeté et ce ne sera pas un levier de confiance. Voilà, donc je dirais pas forcément. D'accord. Parce qu'on voyait que dans les entreprises, le fait de créer de la confiance des salariés, ça crée de la performance économique de l'entreprise. Donc, alors ça, oui. Ça crée de l'attractivité, ça crée de la rétention, qui est l'énorme sujet du moment sur le maintien des talents, l'attraction des talents, comment on garde une nouvelle génération qui n'a plus envie d'être comme les générations d'avant dans son rapport à l'entreprise, et d'ailleurs plus proche de l'entrepreneuriat. Et donc, oui, ça a rebattu un peu les cartes dans ce domaine. Alors, quel pays au monde a le plus haut niveau de confiance, pardon? Je crois que c'est la Chine. C'est la Chine. Ah, mais c'est intéressant parce que j'ai une question juste après sur les autres pays. Alors, c'était la Chine en 2020, c'est l'Inde en 2021. La Chine a perdu 10 points. Donc, globalement, on va être plutôt sur les marchés asiatiques, en fait, sur ceux qui ont le plus confiance. Donc, après... ça peut être, voilà, on n'a pas la granularité des causes exactes, mais en effet, les marchés plus émergents ou moins matures vont avoir plus de confiance pour l'instant. Et certaines cultures moins dans le débat vont moins assumer d'être dans la défiance, peut-être. Alors du coup, pour rester sur la Chine, est-ce que tu vois les tendances en US-Chine, entre les États-Unis, la Chine et la France, j'imagine que ces 20 dernières années, elle est complètement différente. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Enfin, les vraies grosses différences, notamment sur la Chine? Là, je ne saurais pas en détail, donc je ne veux pas m'aventurer parce que c'est des marchés trop complexes et trop loin de moi. Ce qui est sûr, c'est que... ils sont challengés. Donc, les États-Unis, ils étaient à 47 points de confiance en 2020. Ils sont à 48 là en 2021 avec ce sujet d'avoir plutôt bien géré, malgré tout, la vaccination, l'accès, etc., où ils ont été extrêmement rapides. De fait, avec un retour économique quand même rapide. Mais il y a beaucoup de questionnements sur ces deux grands pays et forces économiques. Ok. Alors attends, j'essaie de retrouver parce que j'ai plein de questions. Bien sûr. Sur les figures d'autorité, si on revenait là-dessus, c'est quelque chose qui est très récent avec le Covid. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même, à part les scientifiques, je veux dire, on a quand même des choses qui étaient en baisse déjà 5 ans, 10 ans, qui ne sont pas nouveaux et qu'on a le sentiment que c'est nouveau? Parce qu'on a quand même tendance à toujours... Alors, les médias sont en baisse, malheureusement, depuis longtemps. Les scientifiques se maintenaient, mais n'étaient pas dans l'arène publique, donc étaient moins jugés, ils étaient moins sur le devant de la scène. Donc, on avait toujours cette confiance un peu avérée. Et les entreprises se maintiennent bien. Après, ce qui peut être intéressant à partager, c'est dans notre baromètre, on va aller regarder en fait la confiance et les items sur les publics informés. Donc, on va dire les gens qui ont un background éducatif plus élevé, qui vont avoir un niveau de revenu plus élevé, etc., un niveau social plus élevé, et la population générale. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'écart se creuse, et se creuse depuis plusieurs années. Et ça, on peut le corréler à la montée du populisme, malheureusement, qu'on peut voir. Et donc, on a ce gap, en fait, et cette fracture de confiance entre les deux types de population qui est extrêmement forte et qui crée pas mal d'insécurité et de risques aussi pour l'avenir avec des mondes à deux vitesses et donc des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir confiance alors que d'autres vont, eux, être plus proches de cette possibilité. J'ai une autre question par rapport je sais que tu n'as pas été dans ce degré-là, mais sur l'impact du télétravail, sur la confiance dans les entreprises.
Je sais que c'était en novembre. Est-ce que ça, là, ce sujet, tu as des infos? Non, je n'ai pas ça. En revanche, j'ai une donnée intéressante sur le télétravail que je trouvais rigolote, qui était marquante. C'est pourquoi les gens aiment télétravailler. Et en fait, on nous dit donc 47%, c'est pour le fait de, ils télétravaillent par peur du risque de contracter la Covid dans les transports en allant au travail. Mais on a quand même 44% qui ne le font pas pour ça, mais qui le font pour leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui a été amélioré. Et il y en a 25% qui le font en disant qu'ils seront plus productifs. Et donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Et là, on est tous à parler du future of work. Voilà, à quoi sert au final, en fait, ce rapport au travail, les lieux de travail. On a vu des boîtes ouvrir des sièges immenses qui sont de fait vides, liés là au télétravail. On a un questionnement des entreprises sur comment je fais revenir les gens, comment je recrée des moments de sociabilisation, comment mes collaborateurs ils restent attachés à ma boîte, parce que sinon ils peuvent partir et on a cette guerre des talents. Et donc je trouve ça intéressant de se dire, moi j'ai hâte de voir comment les entreprises vont revenir ou vont ajuster, je dirais, leurs pratiques en matière de flexi-work, de télétravail, voire on a entendu des boîtes qui permettaient à leurs collaborateurs de déménager en province, voire les accompagner, pas juste permettre, mais carrément les aider. Et donc ça, c'est intéressant de voir ce que ça peut donner, sachant que c'est une grosse demande des nouvelles générations aussi, d'être plus libre, plus de flexibilité, plus d'agilité, sans que ça atteigne la performance. Et ce qu'on voit, c'est que la surprise a été que la productivité a été extrêmement forte en télétravail malgré tout, alors qu'on est plutôt en France dans un modèle managérial de contrôle avec une forme de présentéisme, etc. Ouais. C'est vraiment des sujets qui nous touchent beaucoup chez Morning, notamment, comme tu le disais, Future of Work, le travail, nous c'est vraiment des sujets qui nous animent et sur lesquels on travaille aussi avec d'autres structures pour réfléchir à ces chiffres. Donc je te les partagerai avec grand plaisir. J'ai deux autres questions. Est-ce que vous abordez aussi le fait de la religion? Est-ce que... On ne va pas là-dessus. On va pas là-dessus. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on a une baisse de confiance dans les représentants religieux. Je n'ai pas le chiffre en tête, attendez. Je regarde mes petits papiers pour ne pas vous dire des bêtises. Les dirigeants religieux sont à 24 points de confiance et on a une baisse de 5 points. Après, c'est très variable d'un pays à l'autre. C'est extrêmement fort. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup évolué sur ces sujets, mais je n'ai pas plus d'éléments sur cet aspect-là. Ok. Faites-vous des projections sur 2030 ou 2050 ? Une boule de cristal? Non, on ne fait pas de projection. Ce serait trop hasardeux et on est des gens sérieux quand on fait de la data. Donc non, on ne se permet pas ça. On pourrait, ça ferait de la visibilité, mais on préfère être juste. Donc non. D'accord. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions à nous poser, à nous les envoyer sur le chat. Et moi, je les reçois sur mon petit téléphone. Par rapport à ce travail, vous, après, c'est un outil que vous utilisez, ça influence? Est-ce que vous avez des retours par rapport à vos chiffres? Alors, on l'utilise pour apporter un décryptage. On l'utilise dans les entreprises, avec les entreprises qu'on conseille. On va avoir ensuite, en fait, des rapports dédiés par secteur, par exemple. Donc là, ce matin, justement, ma directrice, Roxane Philippe, sur la santé, présentait le Trust in Health. Donc du coup, comment en fait sur le secteur de la santé les choses ont évolué. On a un trust in tech, la tech étant assez haute en termes de confiance. Elle a été vectrice de solutions, en fait, au-delà de toutes les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis de la tech. Le food and beverage, donc l'alimentation, donc on va avoir ce type de rapport. Et puis après, on va avoir, par exemple, là, on a monté un rapport spécial sur la diversité et l'inclusion, sur la discrimination raciale, même si je le dis de façon plus exacte. Et ça nous aide aussi à conseiller nos entreprises, les entreprises qu'on accompagne, qui peuvent se poser des questions de comment appréhender ces sujets, jusqu'où doit aller une entreprise, quel est son rôle, quelle contribution elle doit avoir. Donc on va l'utiliser dans notre conseil. Et comment vous faites en sachant que ces chiffres sont quand même difficiles à avoir, vu qu'on n'a pas le droit d'avoir des chiffres
Alors, pardon. Donc, en effet, on n'a pas de statistiques techniques, c'est impossible. Oui. On n'a pas le droit en France, il y a d'autres pays voilà, où ce n'est pas comme ça. En revanche, on va être sur ce qu'attend la société des entreprises sur ces sujets. Et donc, on attend, par exemple, bien évidemment, qu'ils fassent avancer les causes, mais aussi qu'ils en parlent publiquement. Et les entreprises sont encore timides à en parler publiquement. J'en parlais l'autre jour avec une journaliste. On a aussi un sujet de vocable en la matière où les gens ne savent pas utiliser les mots, ne savent pas comment ne pas voilà, être pris à partie ou que ça génère des polémiques. Et donc, je pense qu'il y a un tabou à briser pour que les gens puissent parler librement des sujets diversité et inclusion et puissent faire avancer la cause. Et on n'en est pas là du tout. Et vous, c'est quoi les demandes au-delà de la diversité et inclusion, que les tendances qu'il pourrait y avoir? Enfin, je sais que je repars encore sur cette vision 2030, ce qui est prospective en fait finalement. Est-ce que toi, tu ressens des choses par rapport à ce qu'on te demande, les entreprises te demandent, au-delà de l'inclusion, je veux dire? Ce que l'on voit là, le sujet, ça va être le choix. Donc, globalement, il y a eu toute une période où les entreprises, elles ont été beaucoup challengées sur tous les items de la responsabilité sociale et environnementale. Donc, on veut cocher toutes les cases. Donc, on veut réduire nos émissions carbone, faire des économies d'eau, et puis bien traiter nos collaborateurs, etc. Donc, ça donne des rapports développement durable sur 100 critères, etc. Donc, ça, il faut faire avancer ces sujets, mais ce n'est pas là où tu vas créer de la différence véritablement. Donc, c'est de se dire sur ton territoire, quel est le combat que tu dois prendre. Alors après, on l'appelle raison d'être, on l'appelle purpose, enfin, peu importe le mot, mais en tout cas, quelle est ta contribution dans la société? Et du coup, qu'est-ce que tu fais véritablement pour avoir un impact fort? Et ça, les entreprises se posent beaucoup ces questions de choix versus la nécessité où elles sont prises à partie sur tous les sujets, et donc ce besoin de tout faire avancer en même temps, ce qui n'est pas possible. Et le véritable point, c'est de se dire comment j'utilise cette pression qu'on a de l'opinion pour aussi transformer mon business model d'entreprise pour avoir un effet plus positif pour la société et pas lui prendre plus que ce qu'elle nous donne. Et là, tu vois que ça fonctionne? Enfin, que les gens, je vois que les gens avancent, il y a différents niveaux de maturité. Clairement, malheureusement, la peur fait avancer, les crises font avancer plus vite. Donc, c'est dommage d'en arriver là. Donc, nous, on dit plutôt, on le voit arriver, donc anticipons et avançons plus vite. Et en fonction, très souvent, de l'entreprise, du secteur et de son exposition, du dirigeant et de sa vision et de ses convictions personnelles, ça va avancer plus ou moins vite. D'accord. Donc, c'est ça, en fait, qu'on peut dire, qu'on peut partager à la communauté Morning, à nos entrepreneurs, c'est ça, trouver autre part à faire. Oui, trouver là où il y a un véritable impact et là où vous êtes légitime. Et comme je vous le disais, dans l'alimentation, là, il y a ce sujet à traiter, voilà, très clairement, mais il y en a d'autres. Enfin, dans la tech, comment on utilise la robotisation au service de l'humain et pas pour remplacer l'humain. Enfin, c'est de se dire, dans mon secteur, quelle est ma contribution et où est-ce que je peux générer l'impact le plus positif pour la société. Et après, assumer de ne pas tout faire parfaitement. Et ça, on a encore beaucoup de mal. Assumer, en France, assumer de parler et d'avoir des questionnements sur les réseaux et de dire que oui, pourquoi vous n'avez pas fait ça et dire, bah oui, je n'ai pas fait ça et pour l'instant, j'ai choisi de faire ça. Et voilà, et ma vie d'entrepreneur est faite de choix. Et ça, les Français ont peur, donc il y a une peur d'en parler par peur d'être pris à partie. Et c'est dommage. Je pense qu'il faut accepter que... oui, dès qu'on s'expose, on a des questionnements qui sont légitimes, qui ne sont pas forcément des attaques, qui peuvent être aussi une forme de discussion. Et aujourd'hui, on le vit uniquement comme des attaques. Ouais. Montrer sa vulnérabilité, de se dire qu'on ne peut pas être un super-héros. Oui, je pense que le consommateur, il peut être mature là-dessus aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il se documente, je pense qu'il est citoyen, et je pense qu'il peut comprendre pour peu qu'on explique. Voilà, et qu'on soit transparent et que ce soit vrai, bien sûr. Et c'est aussi, je me permets de compléter, un long chemin, parce que nous, on est dans cette certification Bicorp, on essaye d'être... Bien sûr. Mais on sait que c'est un long chemin et on essaie d'emmener les gens avec nous. Clairement. Mais expliciter, plus on expliquera la méthode, les enjeux, la façon dont ça se passe, pourquoi c'est compliqué sur 150 critères, plus la population sera mature pour aussi mieux comprendre, mieux savoir reconnaître. Il y a beaucoup de labels. Les gens sont paumés dans les labels. Bicorp est génial, mais le grand public ne connaît pas encore Bicorp, pas suffisamment en tout cas. Donc, voilà. C'est sûr. Alors, j'ai 2 dernières questions, peut-être, sauf si j'en sois d'autres. Quels sont les canaux d'infos qui font le plus confiance, le moins confiance? Les canaux d'infos, alors c'est des gens... Alors en médias par exemple? Oui, je pense en médias. Oui, je l'ai. Attendez, je ne vais pas vous dire des bêtises. Ils sont tous en dessous de la moyenne.
pour sûr. Les réseaux sociaux, c'est les pires. On va quand même avoir les médias traditionnels, qui étaient à 55 points de confiance et qui sont tombés à 44. Les moteurs de recherche qui étaient à 50, quand je dis étaient, c'était en 2020, et quand je dis sont, c'est en 2021, qui sont tombés à 43 pour les moteurs de recherche. Les médias de marque, le own media, dans notre jargon, sont passés de 34 points de confiance à 27 et les réseaux sociaux de 23 à 19. Donc ça reste le média traditionnel, si je parle d'une source d'infos qui reste là, sinon ça va être les scientifiques. Et la parole scientifique, même si là, elle a un peu échoué peut-être à nous rassurer, ou en tout cas, on aurait aimé plus, ça c'est sûr. Je vous invite à revoir le replay d'Étienne Klein qui en parle beaucoup. Hier, il nous a beaucoup parlé de ça, de la communication, en effet, des scientifiques et des fake news, etc. C'était assez intéressant. Si tu l'as raté, je t'enverrai le replay. Si vous devez donner 1 ou 2 points vraiment différenciants entre les Français et les Américains sur la confiance. Je réfléchis. Je ne peux pas vous dire. Franchement, je n'ai pas la granularité et la comparaison des données en détail. Ce qui est sûr, c'est qu'on est extrêmement défiant en France historiquement. Voilà. Donc ils sont peut-être plus hauts et moins dans le débat. On revient au culturel, en fait. C'est le culturel qui remonte, en effet. Eh bien, je crois que j'ai pas reçu d'autres questions. Alors, je vérifie juste. Je t'en prie. Donc ça, on y a répondu. Voilà, ici j'ai une dernière question. Les peurs sont d'abord individuelles ou collectives? Ah oui. J'avais envie de dire les deux, mon commandant. Bon, ça se rejoint et ça se nourrit. Après, là, il y a une préoccupation quand on se dit la perte de l'emploi, c'est la perte de mon emploi. Quand on se dit le changement climatique, ça peut être aussi qu'est-ce que ça veut dire pour mes enfants. Donc on a ce sujet de l'individuel qui est corrélé au collectif, mais dès l'instant où ça nous touche, nous personnellement, on va être plus enclin à bouger et à changer nos comportements. Et peut-être pour conclure sur ce que pensent les consommateurs, les citoyens, 64% des consommateurs pensent avoir le pouvoir de forcer les grandes entreprises à changer et 54% des employés. Donc on était avec change.org lors de notre conversation, typiquement, qui est une plateforme mondiale de pétition en ligne. Et donc aujourd'hui, les citoyens, tout citoyen peut inciter, peut appeler au boycott ou peut faire bouger les lignes positivement, récolter des voix et faire valoir sa voix. Et donc ça, je trouve ça intéressant de voir que les gens ont conscience de leurs moyens d'action, de leur capacité de contre-pouvoir. C'est pas véritablement avéré. Pour info, sur les boycotts de marque, c'est les boycotts d'État qui fonctionnent. Les boycotts d'appel à citoyens sont plutôt éphémères aujourd'hui et n'ont pas un véritable impact business. Pour autant, ça pourrait être quelque chose qui prendrait beaucoup plus de place demain. Et attends, j'avais une question, il faut que je la retrouve. Ah oui, et c'est un peu étonnant parce que pour le coup, on a l'impression quand même qu'il y a un vrai... que c'est quand même très récent, ce Change.org, c'est à quoi? C'est à 4-5 ans? C'est quelque chose qui est très récent. Est-ce que c'était un truc qui avait déjà le cas avant ou c'est vraiment contre-pouvoir? Il y a 4 ans, on a vu arriver les gens qu'on a appelés les belief-driven, c'est-à-dire je veux consommer des choses qui me ressemblent, qui portent mes convictions, dans lesquelles je crois. Et donc ces gens, ils te disent je suis prêt à redécouvrir une marque et essayer une marque pour ça, parce qu'elle porte des convictions qui sont proches des miennes. Je suis prête à arrêter d'acheter une marque parce qu'elle a des convictions éloignées des miennes, ou qu'elle n'est pas transparente, etc., ou qu'elle passe le profit en premier lieu au détriment de la société, etc. Donc ça, c'est une lame de fond qui monte, et on le voit, on le voit dans le business, on le voit dans les marques qui cartonnent, et voir celles qui sont en retrait et qui, voire, ont disparu. Donc ça, c'est intéressant aussi comme émergence de tendance sur le rapprochement des convictions et des comportements d'achat. Super. On a parlé un peu d'impact. Je suis désolée, on termine dans 3 minutes. Mais on a quand même parlé un peu d'impact, un peu dans tout. Et est-ce que là-dessus, sur tout ce qui est lié à l'écologie, vous avez des informations spécifiques ou pas du tout? Sous quel angle? En fait, tu y as un peu répondu, mais tout à l'heure, tu disais que c'était quand même la deuxième préoccupation des Français. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui appuient sur
sur cette information que moi, personnellement, j'ai trouvé dingue quand tu m'en as parlé, parce que je n'avais pas le sentiment que ce soit aussi fort. Alors ce qu'on nous dit, donc j'ai parlé des préoccupations. Non, ce qu'on a, c'est la lutte contre le changement climatique. Après, le moyen, si vous voulez, le français n'en est pas là, c'est plutôt de se dire quelle est la finalité, est-ce que véritablement on contribue à cette lutte contre le changement climatique. Ce qu'on attend en fait, donc corrélé aux préoccupations, on attend une amélioration du système de santé, en premier lieu, l'amélioration du système éducatif, en second, protéger les libertés fondamentales de l'homme, lutter contre le changement climatique, trouver le moyen de lutter contre les fausses infos, et après lutter contre la pauvreté dans le pays, combler le fossé économique et social et lutter contre la discrimination et le racisme. Et donc c'est ça qui remonte sur si une entreprise doit pouvoir contribuer à des choses selon là où elle opère, pour pas s'inventer un combat qui est à côté, elle peut aussi regarder ça, qui sont des drivers des leviers de confiance. Super, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez retrouver le baromètre, il est sur le site. On va vous le partager sur les différents canaux visuels. Et c'est quand le prochain baromètre ? Alors là, on a une édition spéciale qui est sortie au niveau monde et qu'on attend pour la France dans un mois, je pense. Et d'accord. Et 2022 ? En janvier, en général. En général, on le présente à Davos. Ah, super. Voilà. Donc, il faut vous suivre sur les réseaux pour y avoir accès. Super. Exactement. Est-ce que tu veux conclure ? Un dernier truc ? Merci pour votre écoute. Merci Ayez beaucoup. confiance. Non, j'ai envie de dire, voilà, ayez confiance et acceptons de ne pas avoir toutes les certitudes, mais de pousser les différentes institutions à bouger dans le bon sens. Je pense que c'est clé. Super, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. Désolé encore pour le petit retard qu'on a eu. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec l'ADN, avec Microsoft, Bearing Point et Ikea pour parler de la confiance du numérique. Ce sera la dernière session de la semaine de la confiance. Rendez-vous demain à 14h. Bonne journée à tous et à bientôt.